Je préfère investir là où il y a le loyer qui tombe plutôt que là où il y a le logo qui brille. J'ai compris quelque chose assez vite, c'est que les grandes fortunes sont souvent bâties sur des aventures entrepreneuriales. C'est pas le coup de poker, c'est la régularité qui va faire que tu vas te constituer un vrai patrimoine. Le ticket moyen, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, mais certains mettent des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce qu'on a connu ces derniers temps, on pourra en parler, on sort d'une crise immobilière. Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec Guillaume Berthiaud. Son métier est de gérer les portefeuilles immobiliers des Français les plus fortunés, mais pas que, vous allez le voir. Et derrière lui, une machine de guerre, Sofidy. Une société qui rachète des immeubles, des centres commerciaux, des hôtels partout en France et en Europe avec l'argent de près de 100 000 épargnants en 2025. Aujourd'hui, Sofidy compte plus de 8,6 milliards d'euros d'actifs et une mission, faire de nous des investisseurs immobiliers sans les emmerdes qui vont avec. On a parlé d'investissement, bien sûr, mais aussi de sa vision des nouvelles technologies face à l'immobilier et j'ai prévu une séquence pour vous faire découvrir des anecdotes parmi les plus folles des maisons vendues 1 euro, ça existe, ou encore les plus gros coups immobiliers des milliardaires. Bienvenue, aujourd'hui on passe 20 minutes avec Guillaume Berthiaud, président en gestion privée chez Sofidy. Tu gagnais déjà au Monopoly quand t'étais petit ? Oui, j'ai gagné au Monopoly parce que j'avais, je pense, trouvé la bonne technique qui était de tout acheter. En tout cas, c'était la mienne. J'aime bien prendre l'axe du Monopoly, surtout pour les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Tu as un parcours ultra enrichi. Tu as été d'abord dans la banque, ensuite, aujourd'hui, maintenant dans l'immobilier. Il y a un post Instagram que j'ai vu il y a pas longtemps qui disait justement que les gens aimaient bien jouer au Monopoly quand il s'agissait de jouer le dimanche après-midi, mais ne jouaient que très rarement dans la vraie vie. Et en fait, si on n'applique pas ce qui nous permet de gagner au Monopoly dans le jeu, on gagne pas dans le jeu de la vie. Je trouvais ça assez vrai. Finalement, tu te lèves le matin, tu passes par la case départ, tu prends 200 € et tu vas les dépenser chez les gens qui ont construit des choses. Et toi, quand on passe chez toi, on te donne rien. Je détermine un peu deux types d'investisseurs au Monopoly. Il y a celui qui va y aller en se posant les bonnes questions, réfléchir ce qu'il va acheter et monter une stratégie. Et t'en as d'autres qui ne se posent aucune question et qui achètent tout. Voilà, c'est ce que dès que j'ai du cash, moi c'est la mienne. Je ne veux pas de cash. Et j'achète tout et j'ai pas de cash non plus, malheureusement. Mais on verra, c'est important de garder du cash toujours dans une stratégie patrimoniale. C'est même par là qu'on doit commencer. Avant tout ça, tu rêvais de faire quoi quand t'étais petit ? Écoute, je rêvais d'être archéologue. Ok. Pourquoi ? Parce que j'étais fan d'Indiana Jones. Donc, je regardais beaucoup de films d'Indiana Jones. Et donc, archéologue parce que je me disais, tu voyages, t'es payé à donner des petits coups de pinceau sur des fossiles. Donc, tu vois, c'est venu très spontanément. C'était archéologue à l'époque. Et on en parlait tout à l'heure. En 2025 encore, l'investissement préféré des Français, c'est l'immobilier. Perso, j'ai grandi avec l'informatique, la crypto, les marchés boursiers. Et à presque 30 ans, j'ai toujours pas investi 1 euro en immobilier. Qu'est-ce que j'ai loupé ? T'as pas investi un seul euro à l'heure actuelle ? En immobilier ou en pierre ou... Ah bah écoute, à ce point-là, attends. Non, je vois ton jugement dans les yeux. Pas du tout, c'est pas mon jugement. Effectivement, je te marque un étonnement. Toi, t'as certainement des bonnes raisons qui t'ont fait ne pas investir dans l'immobilier. D'ailleurs, je serais curieux de savoir pourquoi aujourd'hui t'as pas encore investi dans l'immobilier. J'avais pas d'intérêt, par exemple, d'acheter une résidence principale. Ouais. Et j'ai tellement voyagé depuis que je suis jeune que en fait j'ai l'impression que c'est un boulet au pied. C'est-à-dire que l'immobilier d'hier, quand tu voulais investir hier, c'était du temps, de l'énergie, tu viens de le dire, c'était un capital de départ important, c'était minimum quelques dizaines voire centaines de milliers d'euros et c'était surtout beaucoup de stress. Aujourd'hui, grâce au SCPI et à la technologie, tu peux devenir copropriétaire d'un patrimoine immobilier de 4 milliards d'euros en 10 minutes sur ton smartphone depuis ton canapé. Attends, ça me fait rêver. Bon, on va en parler. Tu es diplômé d'un Master 2 en Business International de l'Université Macquarie à Sydney, ça se prononce comme ça ? Macquarie. Tu le prononçais très bien aussi. Forcément. Avec une spécialisation en gestion de portefeuille. Ouais. Tu peux nous expliquer ? La gestion de portefeuille, en fait, plutôt la gestion ce qu'on appelle portfolio management, c'est la gestion d'un panier d'actions, d'un portefeuille d'actions. En fait, pour t'expliquer, j'ai fait mes études donc au début à Lyon, dans une école de commerce, et j'avais envie de me faire un peu violence sur la dernière année. Je suis allé donc à Macquarie, c'est à Sydney, Macquarie University à Sydney, et j'ai fait un master en finance internationale, donc tout était en anglais, et j'ai pris comme spécialisation la finance de marché. Et donc, j'ai été servi en fait en challenge, parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un amphi à faire des cours 100% anglais, et mon anglais était bon, mais pas non plus l'anglais financier. Donc j'ai énormément bossé, et j'apprenais en fait
à construire un portefeuille d'actions équilibré, diversifié, le meilleur rapport rendement-risque. Voilà, tu as des techniques, des calculs et autres. Donc, j'ai tout oublié depuis, ne me pose pas de questions. C'était il y a plus de 15 ans. Mais effectivement, j'ai passé une année et j'avais envie de me spécialiser sur la finance de marché, d'aller un peu en profondeur. Ça m'attirait pas mal ce domaine. J'ai deux histoires qui me reviennent en tête. La première, c'est j'ai ouvert un PEA très tôt, à 18 ans. Plan d'épargne en action. Un plan d'épargne en action. Mais malgré moi, je t'explique pourquoi. J'avais dû remplir un formulaire sur Internet. Je me suis fait alpaguer par un vendeur de PEA qui m'a harcelé pendant des mois et des mois. Il fallait mettre 20 € pour ouvrir le PEA. À l'époque, à 18 ans, ça me saoulait de mettre 20 € sur un PEA. J'avais envie de le dépenser à autre chose. Donc je me souviens, je lui disais, mais rappelle la semaine prochaine. Il me dit, oui, à quelle heure? À 18h, quel jour? Et il me rappelait à tel point qu'à la fin, j'ai fini par mettre les 20 € sur le PEA. Je les ai oubliés et 10 ans plus tard, quand j'ai commencé à en faire mon métier, je me suis dit, tiens, mais je vais ouvrir un PEA. Je commençais à faire les démarches, et on me dit, cling, cling, cling. Vous en avez déjà? Vous avez déjà un PEA. Et donc, bon, c'était plutôt une bonne chose, parce que je remercie aujourd'hui cette personne, malgré son insistance. Et c'était une bonne chose, parce que certes, les 20 € avaient pas pu créer des petits, parce que je l'avais pas investi, mais au moins, j'avais déjà plusieurs années d'antériorité sur un plan d'épargne en action, et je trouve que ça compte, notamment pour la fiscalité. Et la deuxième anecdote, c'est que j'ai quand même rencontré assez tôt un conseiller en gestion de patrimoine, parce que mon beau-père avait un conseiller en gestion de patrimoine qui est venu une fois à la maison. Et donc moi, j'étais dans le salon, j'étais à côté, puis j'entendais un petit peu ce qui se passait, et je trouvais les échanges assez intéressants. Je me disais, waouh, cette personne, elle parle de finance, d'investissement, elle vient chez toi. Et ensuite, ça s'est fait de manière classique. En école de commerce, tu commences avec un parcours généraliste. En dernière année, tu dois te spécialiser, ou en quatrième ou en dernière année, tu dois te spécialiser. Et donc là, je me revois, j'étais en Angleterre en Erasmus, je tourne les pages des spécialisations. Je te dis ça, mais c'était un PowerPoint. Et tu vois, t'avais ressources humaines, marketing international, finance, gestion de patrimoine. Et là, tu vois, ça a connecté. C'est fou. Et je me suis inscrit à ça. Et ensuite, voilà, tout s'est suivi. En 2008, tu as 20 ans et le monde entier vacille. Des millions d'Américains perdent leur maison. Les banques s'effondrent et la crise des subprimes déclenchée, la plus grosse panique financière depuis 1929. Tout est parti de l'immobilier. C'est une histoire que peu de gens finalement comprennent vraiment d'ailleurs. Alors j'aimerais qu'on profite de t'avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment cette crise a commencé? Les subprimes, c'est une crise de l'immobilier aux États-Unis. Donc en fait, les Américains empruntaient énormément pour acheter leurs biens immobiliers. Et les prêteurs n'étaient pas très regardants sur la qualité des emprunteurs. On parle en France de taux d'endettement de 33%. Imagine que tout ça à cette époque, c'était on s'en passait complètement, c'était all-in, on prêtait un peu à tout le monde. Ces prêts-là ensuite qui servaient à des gens, des Américains, monsieur et madame tout le monde d'emprunter et d'acheter leur résidence principale. Ensuite, ils étaient titrisés. Donc ça, c'est un peu le mot vulgaire qui est pas très joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on utilisait ces prêts pour en faire des produits financiers. Mais en réalité, comme les prêteurs n'étaient pas solvables ou pas trop solvables et que du jour au lendemain, par une décision de la Banque centrale, la fameuse Fed, de bouger ses taux d'intérêt, en fait, ça a fait chuter le prix de l'immobilier. Les emprunteurs ont commencé à plus pouvoir rembourser leurs prêts. Et en face, l'immobilier qui devait garantir la dette ne valait plus rien. Et donc, tu as une réaction en chaîne où, en fait, tous ces défauts de crédit ont créé une spirale, ont entraîné des banques. Et ensuite, les banques ont entraîné d'autres banques en Europe et partout dans le monde. T'avais 20 ans. Tu te souviens de ce jour-là? Je me souviens surtout de chocs que ça a eu, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler dans la banque à la BNP en 2010. Donc, tu vois, c'était 2 ans après. Et t'avais encore les réminiscences de ça. Enfin, tu vois, on l'a traîné pendant un certain temps. Ça a impacté aussi un petit peu ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que post-crise 2008, les banques centrales ont drastiquement baissé leurs taux d'intérêt. Et en fait, on est rentré dans un nouveau paradigme de taux qu'on a connu jusqu'encore il y a très peu de temps, où les taux étaient extrêmement bas, voire négatifs pendant très longtemps. Je profite de t'avoir pour essayer aussi de rendre un peu plus digeste certains termes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'intérêt de la Banque centrale européenne sur le fait d'augmenter ou baisser les taux? Comment est-ce qu'en fait ils gèrent un peu le robinet? La Banque centrale, elle a plusieurs missions. Il y en a une, c'est de contrôler l'inflation. L'inflation, c'est pas forcément mauvais. C'est juste qu'on aime bien quand elle a un niveau qui est considéré autour des 2-3%. D'accord? Donc on était à 0 d'inflation, on n'en avait pas assez hier, avant tout ça. Et puis ensuite, avec la guerre en Ukraine et le Covid et les goulets d'étranglement, on est revenu une inflation qui a augmenté très rapidement. Et donc pour contrer l'inflation, un des outils de la Banque centrale européenne, c'est de monter les taux d'intérêt.
D'accord ? Donc c'est ce qui s'est passé à partir de 2022. Donc on a connu 2022, 2023, 2024 une montée très forte des taux d'intérêt de la Banque centrale pour permettre à l'inflation de redescendre. Selon toi, on pourrait revivre une telle crise dans les prochaines années ? En finance, en crise, je pense qu'il faut toujours s'attendre à tout. Et quand on est préparé à se dire aujourd'hui l'immobilier ça marche bien, tant mieux, ça repart parce que voilà, les taux d'intérêt commencent à redescendre, tout ça commence à se fluidifier. Très bien, mais il faut toujours s'attendre à potentiellement vivre demain des cycles plus négatifs. Et il y a une manière d'éviter ça, c'est l'horizon de placement. Et c'est pour ça que dans l'immobilier ou dans n'importe quel investissement sur lequel il y a de la volatilité, les actions, l'immobilier, les cryptos, je le mets dedans, plus ça monte et plus ça descend dans des amplitudes larges, plus tu as de la volatilité. Quelque chose qui est peu volatile, ça va faire plus 2, moins 2, très volatile, plus 30, moins 30. C'est rare d'entendre quelqu'un nous dire que l'immobilier est volatile. Bah, c'est la réalité. Sauf que l'immobilier est pas volatile comme la bourse du jour au lendemain. Mais bien sûr, ce qu'on a connu ces derniers temps, on pourra en parler. Moi, il faut pas ne pas dire les choses. On sort d'une crise immobilière qui a très brutalement touché l'immobilier. La meilleure manière d'atténuer la volatilité, c'est de conserver son investissement sur une durée longue. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir lisser des cycles positifs, négatifs, et les absorber et faire en sorte qu'ils soient globalement bons. Tout ce dont tu viens de parler, moi, ça me paraît quand même être l'ancien monde. Aller voir un banquier, demander de l'argent pour financer un projet immobilier, ne pas pouvoir le faire directement en ligne. Et c'est à ce moment-là où finalement ta carrière change, puisqu'on arrive en février 2017. Tu rejoins Sofidy en tant que conseiller en gestion privée, puis en avril 2023, tu prends la tête de Sofidy Gestion Privée en tant que président, ce qui fait de toi finalement à 35 ans l'un des plus jeunes dirigeants de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là où je te pose la question, c'est quoi du coup Sofidy pour ceux qui découvrent ? Sofidy, c'est une société qui te permet d'investir dans l'immobilier à partir de quelques centaines d'euros sans les emmerdes. Pourquoi ? Sans les emmerdes, parce qu'on s'occupe de tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on investit, on gère le patrimoine immobilier, on encaisse les loyers et on les reverse à tous nos associés. Nos associés, c'est nos clients, sous forme de dividendes tous les trimestres et bientôt tous les mois. Et donc le principe, c'est que tu achètes une part, ça c'est des premières choses, c'est que l'immobilier, on disait tout à l'heure, normalement accessible à partir de quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Là, tu peux investir en achetant une part, qui sont généralement de quelques centaines d'euros, pas plus. Et en contrepartie de cet investissement, tu vas percevoir tous les trimestres les loyers qu'on va te reverser sans que tu n'aies rien à faire. On te prévient d'un petit SMS avant et voilà. Et tout est géré de A à Z. Et c'est quoi la spécificité finalement des entreprises qui gèrent ce patrimoine-là comme Sofidy, parce que tu dis il y a eu un essor, il y en a plein. Donc si les gens découvrent les SCPI à travers cette vidéo-là, puis vont peut-être aller regarder ce qui se passe chez la concurrence, pourquoi Sofidy ? C'est quoi la différence ? Est-ce que vous achetez des biens différents ? Est-ce qu'il y en a qui sont sur des secteurs, d'autres pas ? Il faut comprendre que les SCPI, le marché, c'est quasiment exclusivement même du commerce, du commercial et du tertiaire, du bureau. On a des fonds qui sont des fonds qu'on appelle des SCPI diversifiés, dans lesquels tu vas retrouver en fait toutes les typologies d'immobilier à l'intérieur, et tu as des fonds plutôt thématiques qui vont se concentrer sur un type d'immobilier. Par exemple, on a une SCPI qui s'appelle Sophie Boutique. Je te laisse deviner sur quoi elle investit. Les magasins, les boutiques. Voilà, des boutiques, des commerces de pieds d'immeubles. Okay. Des commerces de pieds d'immeubles dans des centres-villes de grandes agglomérations. Pour te donner une idée, sur 10 milliards à peu près d'immobilier géré, c'est 2000 immeubles, 2000 biens, 2000 unités locatives pour environ 4000 locataires. On a notamment le siège IA France d'un moteur de recherche très célèbre qui commence par G. Voilà. D'accord. C'est votre locataire ? Exemple, c'est un de nos locataires. Incroyable. On a le siège des studios Illumination qui produisent notamment Les Mignons, Le Sens de la Fête, je crois, ou Moi Moche et Méchant. On a le premier restaurant indien qui a créé le Cheese Naan en 1967 à Paris. Préfère investir là où il y a le loyer qui tombe plutôt que là où il y a le logo qui brille. Il faut savoir qu'une SCPI, elle investit pas pour faire un coup sur du court terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas marchand de biens. Le but, c'est de garder l'actif qu'on va acheter le plus longtemps possible tant qu'il nous délivre la performance qu'on souhaite. Donc parfois on garde des biens immobiliers pendant 5, 10, 15, 20 ans. On a une équipe en interne chez Sofidy qui sont des investisseurs professionnels et qui screenent tout le marché immobilier de telle manière à trouver les meilleures opportunités. Je te donne un chiffre sur, je crois, 1026 dossiers
étudié, dossier, donc c'est-à-dire dossier d'acquisition potentielle. Les investisseurs, ils ont regardé 1026 dossiers en se disant « Ok, ça c'est intéressant, ça non ». Tu penses qu'on en achète à peu près combien ? 10%, 2,5%. C'est un gros travail d'analyse pour derrière en garder, bien entendu, le meilleur. Voilà, c'est ce qui nous permet aujourd'hui. Alors, je ne vais pas parler de performance et de risque. On va parler de ça, je pense, après. Mais pour te donner une idée, l'année dernière, les fonds immobiliers que nous gérons ont délivré une performance comprise entre 5 et 9%. En 2024. En 2024. Okay. Et vous construisez aussi ou vous faites que de l'achat et de la vente ? Non, on construit peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme notre but, c'est de délivrer tout de suite des loyers. D'accord. Oui, le problème, c'est quand on construit, pendant 3, 4, 5 ans quand on construit, ça va diluer un peu la performance du fonds. On peut le faire de manière très opportuniste, mais ça va venir diluer un peu potentiellement un peu le fonds parce que on n'a pas de loyer pendant 2-3 ans, le temps de construction. Et nous, on préfère quelque chose qui sert tout de suite du loyer. Pourquoi ? Parce qu'on va tout de suite pouvoir le payer à nos épargnants, nos fameux associés. Et tu me parlais de centres commerciaux. Ça me paraît fou d'avoir des centres commerciaux. Genre, j'investis 1000 euros, on va voir après combien et les rendements et autres, mais j'investis 1000 euros chez Sofidy, je peux être copropriétaire de centres commerciaux. Copropriétaire d'un centre commercial. Tu arrives, tu dis, je suis chez moi. En fait, il faut se dire une chose, c'est que quand tu investis dans une SCPI, tu deviens copropriétaire d'un patrimoine immobilier que tu n'aurais jamais pu t'acheter seul. Mais c'est pas toi qui décides quel bien exactement je vais acheter. En fait, tu deviens copropriétaire, tu as une petite brique, un petit centimètre carré, de tout l'ensemble. Si tu pouvais acheter n'importe quel bien immobilier dans la planète, t'achèterais quoi ? C'est quoi le bien qui te fait rêver ? Pour me faire kiffer ou pour la rentabilité ou Ah, vas-y, pour la rentabilité. Le bien le plus rentable, on doit déjà l'avoir. Si c'est le bien le plus rentable en France, c'est sûr. T'es trop bon vendeur. Non, moi je me ferais plutôt plaisir sur des monuments un peu historiques type Opéra de Paris. En fait, je me suis déjà posé une question à laquelle j'ai pas la réponse. Peut-être que certains en commentaire pourront la donner. Combien ça vaut aujourd'hui l'Opéra de Paris ? La Tour Eiffel. Combien ça vaut la Tour Eiffel ? Voilà. Et quelqu'un est capable combien ça coûte de valoriser ce type d'actifs. Pour moi, ça me paraît. Je pense que c'est assez démentiel. La grande majorité des Français continuent d'être propriétaires et pourtant, la tendance mondiale tend vers l'abonnement partout. On veut de moins en moins posséder, on veut de plus en plus choisir, plus de DVD, mais Netflix, plus de maisons secondaires, Airbnb, plus de je remplis mon frigo, il y a Uber Eats. Tu penses justement que les technologies pourraient nous mener vers un abonnement mensuel pour bénéficier d'un logement aux 4 coins du monde ? Ça aurait un impact dans votre business ? Je pense que c'est des choses sur lesquelles on est déjà en train de tendre. Quand tu parles de ça, moi ça me fait penser spontanément au co-living. Les co-living, c'est j'arrive, je veux tout de suite pouvoir poser mes bagages dans un appart meublé avec le wifi, la salle de sport et toutes les commodités dont j'ai besoin. Ça fait partie des nouveaux services qui sont recherchés, le tout instantané et le tout en un. Et le résidentiel peinait un petit peu à offrir ce genre de services. Toutes ces innovations, toutes ces propositions de services supplémentaires, je pense qu'elles sont hyper favorables à l'essor de l'immobilier en général. Est-ce que pour toi, dans 30 ans, on s'en fichera complètement d'être propriétaire d'un vrai caillou à nous et on voudra juste un abonnement pour aller partout et on sera content peut-être d'avoir des investissements numériques ou en tout cas gérés par des tiers comme Sophie? Je pense qu'on aura toujours ce besoin de se sentir propriétaire, notamment d'immobilier, parce qu'il y a un côté rassurant. Il y a un équilibre qui va se trouver quand on se constitue un patrimoine. On veut des choses qui soient tangibles, qui rassurent, parce que l'immobilier continue d'apporter ça. Que tu sois propriétaire d'un appartement que tu vas acheter toi-même et mettre en location, que ce soit pour ta résidence principale ou que ce soit en achetant une part de SCPI, tu es propriétaire d'immobilier. Un immobilier que tu peux aller voir, que tu peux aller toucher. Je suis allé lire les pires commentaires, les plus sceptiques à propos des SCPI. À mon égard ou sur les SCPI? Non, toi ça va, il y en a pas. À propos des SCPI. Alors si tu veux bien, j'aimerais qu'on parle concrètement du rendement possible. En tout cas, si j'investis chez Sofidy, en ayant fait un calcul sur une base de 10 000 euros investis. Ok, j'ai pas pris plus petit parce que je trouve un peu le chiffre un peu ridicule. Je me dis 10 000 euros dans de la pierre, pourquoi pas? Ça pourrait être un petit parking, quelque chose en France. Là, ça serait dans une SCPI Sofidy. Il y a 10% de frais d'entrée. Donc en vrai, déjà, il reste plus que 9 000 euros sur les 10 000. Si la SCPI me rapporte 5% en moyenne par an, ça fait 500 euros. Et après impôt,
il me reste à peine 350 euros. Donc, j'ai mis 10 000 euros pour toucher finalement 350 euros par an. Ça fait 3,5%. Alors, la première question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai mal fait mes calculs? Ou est-ce que finalement, je suis un peu trop pessimiste? C'est quoi la réalité derrière ces chiffres? Parce que 3,5%, on peut le faire de plein d'autres manières. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, quand tu achètes de l'immobilier, il y a des frais qui sont des frais assez conséquents. C'est pour ça que tu n'investis pas dans l'immobilier pour revendre 2 semaines ou 1 an plus tard. Que ce soit de l'immobilier en direct ou de l'immobilier sous forme de SCPI. Si tu investis toi-même dans un appartement, tu vas payer des frais de notaire, peut-être des frais d'agence. Donc ça va aussi entre 7 et 10%. Tu payes des frais en direct. Une SCPI, effectivement, ça dépend d'ailleurs de la manière dont les frais sont appliqués. Tu as des SCPI qui ont des frais de souscription, d'autres qui n'en ont pas. Ils servent à rémunérer le conseiller en gestion de patrimoine, la banque, l'intermédiaire qui t'a conseillé et qui est venu te voir et qui s'est intéressé à ta situation personnelle et qui t'a dit Romain, pour vous, ça va être de la SCPI parce que pour telle et telle raison. Et l'autre partie sert à rémunérer Sophie dit pour tout le travail d'acquisition, tout ce que je viens de te dire, qui bien entendu implique beaucoup de travail. Attention, quand une SCPI affiche un rendement passé, encore une fois qui ne présage pas des rendements futurs, elle se base sur le prix avant la déduction des frais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si tu as une SCPI qui t'affiche un rendement de 5%, c'est pas 5% de 90 dans mon exemple, c'est 5% de 100. Donc tu touches bien 5 euros brut. Et ensuite, tu as la fiscalité, bien sûr. Alors la fiscalité, elle va dépendre de ta situation personnelle. Est-ce que tu es dans quelle tranche marginale d'imposition tu es? Est-ce que tu as ou non des déficits fonciers? Est-ce que tu as fait ton investissement à crédit ou pas? Est-ce que la SCPI est composée d'immeubles uniquement en France ou à l'étranger? Parce que ça a aussi des incidences. Donc, bien entendu, il faut prendre tout ça en compte. Cette personne-là fait cet exercice, tombe à 3,5%, mais peut-être qu'un autre investisseur va avoir plus parce que la fiscalité n'est pas la même. Alors pour les abonnés en tout cas qui me suivent, ils savent depuis longtemps que j'ai plutôt expérimenté des catégories un peu plus exotiques d'investissement. C'est l'autre moment que t'attendais, les cryptos évidemment. J'ai toujours du Bitcoin, les droits musicaux, les actions en bourse. J'ai quand même appris un truc fondamental ces dernières années parce que je suis même allé sur des biens parfois physiques avec des sommes qui pouvaient être bloquées pendant 1 an, 2 ans, ça peut être des voitures, même des montres, des choses comme ça. J'ai appris la liquidité, l'importance de la liquidité. Oui. Et aujourd'hui, alors je me fais peut-être un peu plus vieux qu'il y a quelques années, je préfère gagner un peu moins de pourcentage à la fin de l'année, mais pouvoir très rapidement liquider mon actif si j'ai envie de faire autre chose avec cet argent, plutôt que de dire non, je vais chercher du 10-12%. Par contre, je le bloque pendant 10 ans parce que je suis jamais sûr de quand est-ce que je vais pouvoir le revendre, à quel prix, dans quelle période et autres, même si ça me rapporte beaucoup plus. C'est quoi la réalité finalement de la liquidité derrière de l'investissement en SCPI? La SCPI présente un risque de liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que tu vas avoir à pouvoir revendre facilement ton investissement. Ouais. Et comme la SCPI c'est de l'immobilier par nature c'est pas quelque chose de liquide. Oui, il y a un risque de liquidité. Pourquoi? Parce que l'immobilier peut à un moment donné vivre des zones de turbulence et tu peux mettre du temps à revendre ton bien immobilier ou à revendre ta part de SCPI. Une part de SCPI, comment ça fonctionne sur la liquidité? C'est très simple. Tu peux souscrire et revendre tes parts tous les mois. Souscrire, tu peux tout le temps. Et revendre, tu peux revendre tous les mois sous réserve que sur le mois écoulé, tu aies plus de souscripteurs de nouvelles parts que d'épargnants qui veulent revendre leurs parts. C'est la raison pour laquelle je donne 2 conseils. Premièrement, on n'achète pas une part de SCPI pour du court terme, ça je l'ai déjà dit, plusieurs, à minima une dizaine d'années. T'investis pas non plus dans une SCPI en te disant dans 11 ans, 2 mois et 4 jours, je devrais revendre à cet instant-là pour faire un autre projet, parce que tu as un risque qu'à ce moment-là, tu puisses pas le faire. Et surtout, tu ne mets pas tout ton argent en SCPI. Je veux dire, la SCPI, l'immobilier doit faire partie d'un ensemble. Il faut garder des liquidités pour faire face aux dépenses courantes. Tu as 10 000 euros à placer. Ouais. Une personne a 10 000 euros. Tu es son conseiller. Il doit choisir entre la bourse, le fonds d'urgence, les SCPI, un peu de crypto parce qu'il est quand même un peu attiré et tout. Tu répartis ça comment? Il n'y a pas de recette magique. Je suis désolé. Il n'y a pas de recette magique. Ça va dépendre de son profil d'investisseur, de ses besoins, de son horizon de placement. Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir 10 manières de faire. Ce qu'il faut à minima, c'est garder un matelas disponible. Okay. Un matelas, ça veut dire un livret A, un LDD, pas le compte courant. Pour le livret A, toi? Mais il faut avoir un minimum sur le livret A. Le livret A, c'est ce qui reste accessible quand tu veux. La fameuse liquidité, sur ton livret A, tu l'as de manière immédiate. Tu sais que je te dis ce que c'est mon livret A?
C'est mon portefeuille Bitcoin. Oui, mais parce que les bitcoins c'est liquide. C'est liquide. Je suis d'accord avec toi. Il faut surtout pas faire comme moi. Oui, mais parce qu'en fait, il faut 2 critères d'un matelas de sécurité. Il faut qu'il soit liquide et qu'il faut qu'il soit sécurisé. Sinon, c'est pas un matelas. Parce que si tu as 10 000 euros en bitcoin et que demain, ça baisse de 35%, ton matelas de sécurité, il a fondu. Donc, il faut qu'il soit liquide, il faut qu'il soit garanti en capital. Donc, le livret, il faut en avoir. Mais il n'y a pas une recette magique. En fait, pour s'enrichir, et se constituer un patrimoine, c'est plus un état d'esprit, c'est une méthode. Agis tôt, comprends ce que tu fais, diversifie et réinvestis tes gains. Et après, le reste, il suit. C'est pas le coup de poker, c'est la régularité qui va faire que tu vas te constituer un vrai patrimoine. Si tu achètes et que tu réinvestis tes loyers, parce qu'il y a un des mécanismes intéressants dans les SCPI, c'est que tu peux réinvestir tes loyers en nouvelles parts de SCPI. Automatiquement? Ouais, on propose ça de manière automatique. Tu réinvestis tes loyers, au bout de 30 ans, donc je t'ai pris 35 ans, 30 ans plus tard, tu es à la retraite, tu auras constitué un patrimoine d'environ 100 000 euros qui te procurera 500 euros par mois de revenus passifs. Alors, il faut commencer tôt. C'est 100 euros par mois à 30 ans. Si c'est pas 100 et que c'est 50, ça marche quand même. Si c'est pas 100 et que c'est 150, ça marche quand même. Mais le temps est le meilleur allié pour se constituer. Le temps et la régularité sont les 2 meilleurs alliés pour se constituer un patrimoine solide dans la durée. Récemment, il y en a un qui a pas dû être très patient. Il a juste gagné, pour le coup, à l'euro-million, 250 millions d'euros. C'était un Français. En 2025, t'as déjà eu des clients comme ça? Non, j'en ai eu des gagnants du loto, mais pas à ce niveau-là. En fait, les gagnants du loto, on voit souvent ceux qui sont plus médiatiques, c'est ceux qui gagnent des grosses sommes, mais il y en a plein qui gagnent des petites sommes, en fait. Mais qui sont déjà énormes. Des 10, 15, 20 000, 50 000 euros. Donc, des gagnants du loto, on en a déjà eu, mais j'ai pas eu la chance de tomber sur un gagnant du loto, ou du moins le dernier en date qui a gagné 250 millions d'euros. J'ai pas encore reçu d'appel. Et il y a des personnalités qu'on pourrait connaître dans le sport, dans la musique. Enfin, je me dis que c'est ouvert à tout le monde et que tu dois avoir... Forcément, quand on a près de 100 000 épargnants, on a des gens normaux avant tout, qui cherchent à bâtir, comme je le disais, un patrimoine dans la durée. Mais on a des champions du monde de foot français. On a des acteurs, on a des chanteurs. J'ai du mal à me rendre compte de quels sont les types de sommes les plus folles qui peuvent être gérées pour un épargnant au sein d'un fonds comme le vôtre. La moyenne, le ticket moyen, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, mais certains mettent des montants de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, quand on a terminé de payer son prêt immobilier, on peut aller voir la banque et dire « Regardez, ça y est, j'ai cet actif. Il vaut 250 000 euros. Vous pouvez me reprêter parce qu'il y a la maison là-bas et je peux peut-être refaire quelque chose et autre. » Moi, ma crainte, c'est de me dire, alors en fait, j'ai investi chez Sofidy, j'ai des SCPI, mais je sais pas trop quoi vous montrer. Je peux pas vous emmener au centre commercial Paris Nord. Ça vaut quoi finalement dans mon patrimoine? Est-ce que je peux gager cet actif? Oui, tu peux gager cet actif à tel point qu'en fait, on te permet de souscrire à des parts de SCPI à crédit. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui aller voir ta banque, emprunter de l'argent pour acheter des parts de SCPI. Donc, les banques savent que ça vaut quelque chose, puisque de toute façon, c'est tangible, c'est de l'immobilier, c'est un patrimoine immobilier sur lequel ils ont la visibilité parce que tout est transparent dans une SCPI. Encore une fois, allez sur notre site, tu vas dans la documentation, Immorent, le fameux fonds qui est composé de plusieurs milliers de locataires. Tu as la liste, donc il est épais, de tous les locataires. On a un autre outil qui s'appelle la Sofimap. C'est une carte avec des petits points et c'est tous les actifs immobiliers qui composent nos fonds. Oui, tu peux aujourd'hui souscrire à des SCPI à crédit. D'ailleurs, chez Sofidy, on a développé une filiale qui s'appelle Sofidy Financement. On a déjà les partenaires bancaires. Donc, si tu viens me voir demain, Romain, on te conseille. On a déjà le partenaire bancaire qui va étudier ta demande de financement. Après, il faut que ça colle avec tout ce que tu peux avoir par ailleurs, tes revenus, etc. Et tu peux acheter des parts de SCPI à crédit. Tu peux aussi programmer ton achat de parts. Tu peux dire, j'achète une part tous les trimestres de la SCPI Sophie Dynamique à 315 euros. Là, on parle de décimalisation, on parle de souscription en ligne. Encore une fois, possibilité de souscrire en 10 minutes à un patrimoine immobilier de 4 milliards d'euros, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et en même temps, ça parle à la banque traditionnelle qu'il faut que j'appelle entre 9h et 17h. Et en même temps, ça reste de l'immobilier traditionnel qui parle à ta banque parce qu'elle sait que quand elle va faire son audit patrimonial et que tu vas lui dire que tu as des SCPI, elle va pas trouver ça loufoque. Elle va se dire oui, ça va venir dans la même liste qu'avec les biens immobiliers que tu peux avoir par ailleurs. Je t'ai sélectionné quelques histoires autour de l'immobilier. Ok. Tu vas me dire si selon toi, peut-être que tu en as déjà entendu, donc peut-être que
ce sera assez facile de me dire qu'elles sont vraies ou fausses. Si vous nous écoutez en podcast audio, jouez avec nous aussi. Pareil en vidéo, ça va être rigolo. J'ai pris quelques anecdotes qui, moi, m'ont plu. La première, en Inde, un homme aurait profité d'une faille administrative pour vivre dans un hôtel 5 étoiles pendant 603 jours sans payer. Magnifique. C'est vrai ou pas? Bah, selon toi, ouais, c'est possible? Vrai, bien sûr, tu peux pas l'inventer, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'était dans le Roseat House à Delhi. Il faisait renouveler ses réservations et éviter le règlement en jouant sur les erreurs de facturation. Et l'hôtel ne s'est rendu compte de l'arnaque qu'après plus de 30 000 euros de dette. On sait si c'était un hôtel 5 étoiles ou si c'était... C'était un hôtel 5 étoiles. C'était un hôtel 5 étoiles. C'était un hôtel 5 étoiles, ouais. 603 jours. Bien joué. Évidemment, je dois placer mon mot bingo, Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde aujourd'hui et qui habiterait toujours dans la maison qu'il a achetée pour 31 500 $ en 1958 à Omaha. C'est faux. C'est vrai. Et il a dit qu'il n'avait pas besoin de plus et que le confort ne dépendait pas du prix. Et je trouvais cette phrase très belle finalement. Tu vois, quand on parle de régularité, de stabilité... Lui, c'est exactement ce qu'il a défendu toute sa carrière. Il y aurait un investisseur qui a acheté en 2018 un terrain en forme de Bitcoin visible sur Google Maps dans le Nevada pour 6 000 $. Et l'histoire raconte que il y a tracé en fait avec un tracteur ce logo autour pour revendre le terrain sur eBay, finalement 120 000 $ en 2021 à un influenceur crypto qui voulait y faire un temple de la liberté financière. C'est faux. Tu reconnais mon écriture? T'as demandé c'est toi ou t'as demandé à ChatGPT de te pondre un truc? Non, j'avoue, je me suis amusé. C'est toi là? Je me suis amusé. Écoute, j'allais dire c'est vrai. Jusqu'à la fin, là, quand t'as commencé à mettre l'influenceur et le temple crypto, j'ai lâché. À Manhattan, il existe une maison, 75.5 Bedford Street, d'une largeur de 2,62 m. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et elle s'est vendue 3,25 millions de $ en 2013 pour 92,8 mètres carrés, soit 35 000 $ à peu près le mètre carré à l'époque. Est-ce que tu l'aurais acheté en 2013 pour ce prix-là? 3 millions. Largeur 2,62 m. Non, jamais. Je te dégoûte comme ça. En 2025, elle a été estimée à plus de 5 millions de $. C'est le couloir le plus cher du monde. Exactement. En Chine, un particulier a refusé de vendre sa maison alors qu'un aéroport entier se construisait autour. Résultat, l'État a dû construire une piste d'atterrissage en forme de U autour de lui et il a gagné le surnom du roi des négociateurs. Là, je dois te dire si c'est vrai ou faux. C'est faux. C'est vrai. Comment tu peux faire une piste d'atterrissage en forme de U? C'est fou, je suis allé voir, je te jure. Et t'as vraiment le... T'as la maison D'accord. en milieu tout seul. Okay. C'est incroyable. Et une autre histoire que j'ai découverte, et celle-ci, elle est vraie et je te fais pas jouer. Dans plusieurs villages en Italie, Sambuca, Mussomeli, il y aurait des maisons délabrées qui ont été vendues à 1 € symbolique. Ouais, ça, je l'ai entendu. C'est fou, ça. Pour redynamiser, c'est des villages qui sont en train de dépérir, en fait. Donc, par contre, il faut t'engager sur des travaux. Voilà, tu t'engages sur des travaux importants. Mais ça, je l'ai vu. Donc, c'est quand même souvent des bâtisses à l'abandon. Avant de te laisser, j'aimerais te laisser 30 secondes regarder cette caméra-là pour que tu partages à mes abonnés tes meilleurs conseils pour qu'ils se préparent au monde de demain, dans la finance et dans l'immobilier. La finance, elle évolue, mais les bases, elles restent les mêmes. Donc, éduque-toi, répartis tes risques, reste agile, fais bosser ton argent et vis ta meilleure vie à côté.